Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous accueillir sur Sud Radio pour parler foot, pour parler vrai avec butfootballclub.fr. Le site de référence, votre émission préférée, une émission de qualité. Vous nous le dites, vous nous le répétez, et cela nous fait plaisir, bien sûr. Cela fait plaisir notamment au boss, au patron, le chef, qui est à distance ce soir, Monsieur Michel Moulin. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver, mon cher Michel Moulin. Votre coup de gueule très attendu, votre coup de gueule légendaire dans quelques instants. Et immédiatement, son coup fait rire, Karim Zeribi y répondra. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Vrai plaisir de vous retrouver. Il est à distance également, il voyage beaucoup, il est souvent en goguette. Où est-il ce soir? Jimmy Algerino, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes à Amsterdam, Jimmy? J'ai l'impression que vous êtes derrière une vitrine avec des rideaux rouges et un peu de fumée, c'est normal? Oui, puis après je fais mon show juste après l'émission. Très bien, à partir de 21h, donc Jimmy Algerino en spectacle à Amsterdam. Avec le string numéro 2. Peut-être produit par le producteur des stars. Monsieur Norbert Sada. Norbert. Bonsoir Norbert. Bonsoir mon cher camarade. Vous pourriez mettre en scène Jimmy Algerino, il a un potentiel d'acteur extraordinaire, n'est-ce pas? Trop cher pour moi. Trop cher pour vous. C'est ce qu'ils ont dit à Châteauroux aussi à l'époque quand il a quitté le Paris Saint-Germain. On se retrouve avec Benjamin Danet également. Bonsoir Benjamin. Salut Lionel. Bonsoir le à tous. patron de butfootballclub.fr pour évoquer dans quelques instants le match entre Saint-Etienne et Lyon du week-end dernier avec des polémiques d'arbitrage. Ce sera d'ailleurs la thématique du coup de gueule de Michel Moulin, mais nous parlerons aussi des supporters qui sont devenus, pas uniquement d'ailleurs à Geoffroy Guichard, un petit peu partout, ultra violent, de plus en plus violent. Ça a été le cas aussi lors du match entre Brest et Lens. C'est assez inquiétant à l'image de la société. On en parlera dans quelques instants. On évoquera aussi cette décision, cette proposition de Frédéric Thiriet, qui est le président du Conseil national de l'éthique et qui a décidé que pour les COMEX et les conseils d'administration de la Ligue de football et de la Fédération française de football, il y aura désormais des déclarations d'intérêt obligatoires pour à la fois les membres, mais également pour leurs conjoints, pour éviter des abus, pour éviter les conflits d'intérêts notamment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, puisque c'est vrai que notamment Michel Moulin parle souvent du manque de décision des dirigeants du football. On verra ça dans quelques instants, si cette décision est justifiée et légitime. Et puis on parlera de l'Olympique de Marseille qui se prépare évidemment à se qualifier à la Ligue des Champions. Pour cela, il va falloir s'imposer contre Brest lors de la prochaine journée avec une mise au vert qui se déroulera à Rome, dans le nord de Rome. On quitte les Bouches-du-Rhône, on quitte Marseille, sans doute parce que l'environnement est pesant pour les Marseillais. 50 personnes vont partir, le staff, les joueurs, présidents. Voilà. Non mais et ils sont là-bas pour préparer le match. C'est incroyable. Il y a le pape qui est mort, c'est bien. Alors peut-être pour le pape, effectivement, iront-ils au Vatican? Le miracle va-t-il se produire? Nous verrons cela dans quelques instants. La fumée blanche, en tout cas, est déjà là, grâce à Norbert Saada dans ce studio. Puis nous parlerons avec Philippe Terrier du football. Pas le football amateur, parce que Villefranche-Beaujolais, dont il est le président, joue dans ce championnat de national, mais qui est un championnat hybride à mi-chemin entre le professionnalisme et le foot amateur. Il a des choses à dire, puisque lui, il préconise une Ligue 3 professionnelle. Philippe Terrier, qui n'a pas la langue dans sa poche. On en parlera aux alentours de 20h45. Émission qui se déroule, comme souvent, en public, avec des invités. Je voulais saluer la présence de l'un des meilleurs pizzaiolos du monde, qui est dans le top 250 des pizzaiolos du monde, chers amis. Il s'appelle Thomas Matera. C'est un grand amateur de football et c'est l'un de ceux qui a défendu les couleurs de la France au championnat du monde de pizza. Matera, c'est d'origine italienne? Exactement. Ça ne pouvait être que d'origine italienne. Pour les pizzas. La pizza. Voilà. Attends, la pizza qui a été inventée à Naples, non? Non, la pizza. Il y a débat là-dessus. Pizza, c'est américain, monsieur. D'accord. Pardon? La pizza, l'origine de la pizza, c'est. Vous savez où est-ce qu'on mange le plus de pizza dans le monde? À Marseille. À Marseille. Avec les camions pizza. À Marseille, on mange la pizza. Pas pareil. Excusez-moi, on mange la pizza avec le camion et la pizza. Ça, c'est autre chose. Bienvenue dans la rubrique gastronomique de Sud Radio. Une émission gastronomique ou à partir de... C'est au chaud. On y va, il est 20h06, Sud Radio, butfootballclub.fr, c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h,
But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Norbert Saada, Benjamin Danet, avant d'évoquer les supporters de plus en plus violents un peu partout en France, et on l'a vu avec cette pièce jetée sur l'arbitre de touche lors du match Saint-Étienne-Lyon. D'ailleurs, le fauteur de trouble a été appréhendé, il va être mis en examen. Vous vouliez revenir aussi sur un fait de jeu, un fait d'arbitrage plus exactement, qui a tourné à l'avantage d'ailleurs de Saint-Étienne, puisque le joueur qui devait être expulsé a été remis grâce à la VAR, remis en jeu et a marqué un doublé pour Saint-Étienne. Michel Moulin, c'est votre coup de gueule? Oui, c'est pas que mon coup de gueule, c'est tout le monde qui a vu. Alors moi, je suis pourtant très stéphanois dans le cœur, mais là, l'arbitre a fait n'importe quoi. C'est-à-dire, et c'est notre meilleur arbitre. Donc on voit un peu les dégâts qu'il peut y avoir derrière, c'est-à-dire qu'il met un carton rouge au départ. Alors il peut se tromper, pas se tromper, mais normalement il ne s'est pas trompé. La VAR l'appelle, il met un carton jaune. Mais la règle, c'est que le joueur sortant est blessé, il doit lui remettre un carton rouge. Et c'est inimaginable. Enfin, moi, je ne sais pas, Sébastien adore Saint-Étienne aussi, mais même si on est pro-stéphanois, c'est pas bien. Et le coup de gueule, il est où, là? Parce qu'après, il faut toujours essayer, j'en parlais déjà avec mon ami Roland Courbis, c'est que là, la victoire de Saint-Étienne, ça pénalise Lyon, mais ça pénalise aussi le Havre. Parce que là, le Saint-Étienne revient sur le Havre. Et ces deux clubs sont très pénalisés par une décision qui peut avoir beaucoup d'effets en fin de saison. Et quand on voit, et là, si on devient un peu machiavélique, vous savez que je le suis un peu. Oui, beaucoup même. Ce qui est quand même très bizarre, et là vous allez, c'est que les deux clubs, il y a 2 ou 3 clubs qui sont contre Vincent Labrune. Le Havre et Lyon et Lens. Mais surtout, Lyon et le Havre. Bizarrement, c'est les 2 clubs qu'on est en train de pénaliser. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous insinuez, Michel Moulin? J'ai insinué encore une fois que ça me semble inimaginable qu'un arbitre du niveau de le Texier, qui a viré, vous vous rappelez, Harit contre Paris Saint-Germain, le joueur de l'OM, qui en a fait le quart de ce qu'a fait le joueur Tassin, le joueur de Saint-Étienne. Est-ce que là aussi, on lui a peut-être passé des messages qui seraient importants, que Saint-Étienne reste en Ligue 1 et que Lyon ne soit pas en Champions League et que le Havre descende? On peut se poser la question. Là, je suis machiavélique, je vous le dis. Mais vous avez bien fait de le préciser. Tu n'es pas machiavélique, tu es complotiste, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est synonyme. Karim, imagine-toi, tu es président du Havre et de Lyon, mais tu pètes un câble. Là, tu te rappelles ton président ado et corruption. Là, c'est même plus corruption. Parlez de Pablo Longoria, là. C'est confiture, là. C'est confiture. Alors, je trouve ça, à ce niveau-là, inimaginable. Et à quoi ça sert la VAR aussi? Qu'est-ce qu'il nous bassine avec cette VAR? À quoi ça sert la VAR? Benjamin Danet, votre réaction. Est-ce que déjà on peut mettre en doute la probité d'un arbitre comme Monsieur Le Texier? Est-ce que tu acquiesces au complotisme? Moi, je dis que non. Personnellement, on verra Norbert dans un instant. Pas du tout. Non. Alors, d'abord, première chose, c'est qu'effectivement, Monsieur Le Texier, pour resituer et remettre dans le contexte, il est appelé par Monsieur Delageau. C'est Delageau qui est derrière la caméra et qui dit à Le Texier, viens voir quand même parce que c'est peut-être pas sur la cheville. Bon. Il n'y a pas débat. Lucas Tassin, il doit prendre carton rouge. Évidemment. Même si Corentin Tolisso, alors on nous a parlé de ligaments croisés, de torse du genou. Corentin Tolisso, ça se trouve, il va jouer ce week-end. Mais il y a faute, il y a carton rouge, il n'y a pas de problème. Après, parler de complotisme avec Le Havre, Lyon qui serait contre Vincent Labrune, non, j'y crois pas une seconde. La vérité, elle est tout autre. C'est que le niveau des arbitres français est nul, comme je le dis depuis le début de la saison, que des erreurs, il y en a à tous les matchs. Là, c'est un dimanche soir, il y a beaucoup de monde, c'est un derby, donc ça fait jaser. Je rappellerai quand même qu'il y a 2 fautes exactement, 2 fautes similaires sur des joueurs de Saint-Étienne depuis le début de saison. Aucun carton rouge. Benjamin Bouchouari a failli se faire péter une cheville il y a quelques semaines lors d'un match contre le Stade Rennais, mais ça n'a pas fait les gros titres. Des erreurs, il y en a tout le temps. Là, on en parle beaucoup, mais il ne faut pas aller jusqu'à croire qu'il y a un complotisme contre l'Olympique Lyonnais. Il faut surtout pas occulter. Sébastien, juste un truc, Sébastien. Attendez, Benjamin, il s'appelle Benjamin. Il m'appelle Sébastien. Benjamin, beau gosse. Allez-y, Michel, et après je cède la parole à nos autres invités. Allez-y. Benjamin, juste un truc. Mets-toi dans la position de Roussier et mets-toi dans la position de Textor.
C'est ce que je dis là. C'est sûr que mais ils sont les grands perdants de ce match-là. Enfin, Michel, tu es quand même bien placé pour savoir que l'Olympique Lyonnais a quand même été, souvent bien arbitré depuis des années. À l'époque de Jean-Michel Aulas, pas à l'époque de Textor. Mais c'était Aulas, c'était pas Textor. Norbert Saad. Moi, je regrette que cet incident, même si c'est un grave incident, ait masqué le fait que le match a été à sens unique. Saint-Etienne les a dominés d'un bout à l'autre depuis le début du match. Il n'y a pas, à part un moment avant de blesser Tolisso, il n'y a pas un joueur vedette de Saint-Etienne, de Lyon, qui a touché un ballon. Lacazette hors du coup, Cherki hors du coup, tous hors du coup. Alors, oui, mais à 10 contre 11, c'était plus le même. Mais même avant, même à 11 contre 11, ils n'ont pas touché un ballon, Michel. Oui, mais à 10 contre 11. D'accord, mais enfin, il ne faut pas oublier ça quand même. C'était a fait un gros match et on masque tout en disant, oui, à 10, à 11, on aurait pu jouer mieux. Ils n'étaient pas dans le coup, ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas été dans le coup, donc... Voilà. Saint-Etienne a sauvé sa saison en gagnant le derby. Mais pas sa saison, on espère qu'ils sauvent. Donc les supporters ont dit même si on va en Ligue 2, on a gagné le derby. Le reste non mais ça je l'ai entendu. Ah mais bien sûr, entendu. Je vous jure. Karim Zeribi, votre regard sur ce match qui était quand même assez explosif aussi dans les tribunes et sur le terrain. C'est normal, c'est un derby, c'est le derby explosif pour ces deux équipes qui ont toujours été rivales, à la fois par leurs supporters, par leur histoire, par leur palmarès, proximité, la proximité géographique. Un derby, il est là pour ça. Mais moi, ce que je constate, c'est que nous commentons souvent les aléas relatifs aux fautes d'arbitrage. Et finalement, on se rend compte au final que ça concerne toutes les équipes. Et quand on est supporter d'une équipe, on pense que ça concerne une équipe en particulier. Je peux faire mon mea culpa aussi. Sur Marseille. Quand ça touche Marseille, je me dis souvent, ils nous en veulent, ils nous aiment pas. Et on a tendance un peu à comment dirais-je, c'est presque s'héberger un peu dans cette forme de victimisation que tous les supporters des équipes de foot. Or qu'en réalité, ça s'équilibre, comme dit Norbert. À la fin de la saison, il y a un arbitre qui t'a favorisé un match, qui t'a plutôt défavorisé un autre. C'est vraiment, à mon avis, les aléas relatifs peut-être à la qualité des arbitres et pas à une volonté de faire perdre ou gagner telle ou telle équipe de manière prévisible, je dirais avec une volonté de pénaliser Lyon parce qu'ils sont pas proches du président de la Ligue. Je pense pas que ça soit ça. Oui. Et moi, ce qui me nave, c'est que la VAR, finalement, je me pose la question, est-ce que ça représente une valeur ajoutée? Je n'en suis pas convaincu. La beauté du sport n'existe parce que tu sais pas quand tu fais appel à la VAR ou pas. Il y a des fois où il y a des actions, ça te saute aux yeux, tu dis mais pourquoi ils font pas appel à la VAR pour vérifier? Ils font pas appel à la VAR. La VAR peut pas intervenir quand c'est pas dans les 18 mètres. C'est la règle, c'est c'est surtout l'erreur manifeste. Oh, mais des fois, il y a des fautes qui méritent un carton rouge, qui sont pas dans les 18 mètres. Un carton rouge, c'est pas une petite faute. Tu fais pas appel à la VAR. Mais pourquoi même le règlement est compliqué. Alors pourquoi ils sont intervenus là? Ils n'étaient pas dans les 18 mètres là? Non. C'est pour l'erreur manifeste justement, parce que pour la faute qui méritait un carton rouge. C'est pour cette raison-là que. Non, c'est pour ça que je me pose la question. Vous pouvez je vous écoute tous. Mais est-ce que ce problème d'arbitrage, les gars, problème d'arbitrage, il dépasse le cadre français? Est-ce qu'il est européen? Est-ce que par exemple en Espagne, en Italie, on discute de la qualité des arbitres? Sachant que tout carton et rouge notamment est observé par l'arbitrage vidéo, Michel Moulin. Non, mais je vous écoute. C'est bien. Vous faites un peu. Mais première erreur, la VAR ne doit pas intervenir. Elle intervient. C'est quand même une première erreur. Deuxième erreur, il y a carton rouge, il enlève, il met un jaune. Mais l'autre erreur, la plus grave, c'est que normalement, quand il y a un carton jaune, je ne parle même plus de carton rouge, et que le joueur est blessé, le joueur prend un carton rouge. Donc il fait 3 erreurs en 30 secondes. Et c'est là que je ne comprends pas. Vous avez beau me dire que non, je ne comprends pas cette action, mais on peut si je suis, on s'en fout de moi. Mais je suis président du Havre et de Lyon, je peux vous dire que je me pose la question, même si vous ne la posez pas vous, mais je me la pose. Monsieur Le Texier a présenté ses excuses. On conclut sur cette thématique avec Jimmy Algerino, qu'on n'a pas entendu. Le Havre descend en Ligue 2, il va lui présenter ses excuses.
Non, mais c'est la moindre des choses. Il a reconnu avoir commis une erreur. C'est mieux quand c'est fait. Michel Moulin. 3 erreurs, il fait. Oui, il a dit qu'il n'était pas en forme. Donc voilà, il s'est planté, ça arrive, il a été mis en congé d'ailleurs. Donc 260 000, le mal est fait. Vous savez que ce garçon, vous savez combien il gagne par an? 260 000 € par an. Ce garçon. Et voilà. Bon. Allez-y. Jimmy Algérie. Non, oui, on est baba quand vous nous annoncez les chiffres comme ça, Michel. D'accord, mais le nombre de joueurs qui gagnent 10 fois plus et qui est archi mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On le met à la cave? C'est ça, c'est ça. Il touche toujours son salaire. On met pas sa même tête quand il est au sur le banc. piqué, bien sûr. Jimmy Algérino aussi, on parle encore de cette rencontre qui avait lieu le week-end dernier. C'est parce que c'était un match d'importance, parce que c'était un derby, parce que c'était chaud sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. C'est le contexte de ce match-là où ça peut arriver dans n'importe quelle rencontre, ce genre de situation. Les erreurs d'arbitrage commentées, les arbitres de touche qui prennent une pièce sur la tête, par exemple. Enfin, on peut surtout parler des erreurs de la VAR, parce que effectivement, après il se déjuge suite aux images et tout ce que l'on veut, mais sur l'arbitrage, il y a des erreurs comme chaque saison. Mais j'ai pas la sensation qu'il y en ait plus. Par contre, c'est sûr qu'avec la VAR, moi, j'ai la sensation que ça induit quand même pas mal de fois l'arbitre en erreur. Et on se retrouve dans ce genre de situation, sachant qu'en plus de ça, il a été quand même relativement prompt. Et en plus, le discours qu'il a eu, quand il parlait avant d'être appelé à la VAR, était quand même cohérent, parce qu'il voit la faute, il voit même le danger pour le joueur. Donc, encore une fois, laissons les arbitres arbitrer et ne faisons pas une fausse assistance quand les arbitres arrivent enfin à prendre certaines décisions et sur le moment, quoi. Donc là, bien sûr, ça peut se discuter, voilà, en dessous de la malléole, tout ce que l'on veut, mais en tout cas, il prend la décision, elle est prompte, il est près du jeu, il est près des joueurs. Donc moi, je trouve que c'est super. Et là, en fait, derrière, par encore un système de je sais pas quoi, on va gâcher et mettre en difficulté l'arbitre et aussi le match. Jimmy Algérino, on va marquer une pause, mais vous parlez de malléole. Ça se trouve où la malléole, Jimmy? Cheville. La malléole, c'est la cheville et au-dessus du pied et en dessous du moulet. Voilà. Mais en plus, c'est tellement. Je veux dire, on peut toucher en dessous de la malléole et faire très mal et voir casser la jambe ou la cheville. Donc c'est un petit peu la même chose. Je voulais que les auditeurs et les auditrices de Sud Radio remarquent que vous connaissez très bien votre sujet, même le sujet médical. Heureusement, les footballeurs, il ne sait pas où est la malléole. En plus, il est des joueurs de football. Lionel, vous avez été touché à la malléole ou pas, Jimmy Algérino, dans votre carrière? Non. Jamais? C'était rare parce que j'arrivais à faire décoller le joueur et donc pas le toucher sur le match. C'est plutôt lui qui touche Jimmy des autres attaquants. Je me permets, c'est que un mauvais défenseur ou un mauvais joueur, en fait, quand il tacle, ça veut dire que quand il est au sol, ça veut dire que c'est foutu. Alors que quand il défend debout, normalement, ça se passe mieux pour le défenseur. Et normalement, il n'y a pas ce genre de faute. Le Kaiser aurait pas dit mieux. Franz Beckenbauer. On marque une pause, il est 20h20, Sud Radio, butfootballclub.fr, à tout de suite. Et Jimmy Algérino, Norbert Saada et Benjamin Danet, butfootballclub.fr, le site de référence pour nous accompagner comme chaque jeudi. Nouvelle thématique, toujours autour de ce Saint-Étienne-Lyon qui a fait beaucoup parler. Cette pièce lancée sur un arbitre assistant, plus les échauffourées qu'il y a eu entre les supporters de Brest et de Lens, et régulièrement des supporters qui prennent la parole de manière véhémente. Ça a été le cas au centre d'entraînement de Lyon, par exemple, avec une banderole cet après-midi. On a le sentiment, Michel Moulin, que les supporters sont de plus en plus violents physiquement, dans le verbe, voire ultra violents. Est-ce que c'était déjà comme ça à votre époque, j'ai envie de dire, Michel, quand vous cavaliez sur le terrain? Oui, il y a toujours eu des périodes un peu avec des gens qui étaient des supporters un peu virulents. Mais je reviens à deux choses alors, pour lancer le débat. Pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la Fédération française qui ne fait pas son boulot, comme je l'ai déjà dit. Il faut toujours s'entourer de meilleurs que soi, comme je le dis à chaque émission. Donc, pour s'entourer de meilleurs que soi, il faut aller chercher des spécialistes de la sécurité et pas tous les lundis dire on condamne et sans rien faire.
dans le programme que j'avais fait à la fédération il y a 4 ans, je m'étais entouré de très grands policiers qui auraient pu gérer ce genre de problème, parce qu'il faut les anticiper. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, pour pas avoir de problème avec ses supporters, ou en avoir le moins possible, et je vais revenir à Saint-Etienne d'ailleurs, c'est de communiquer avec eux, c'est de parler avec eux. Il ne faut pas en avoir peur, c'est d'aller vers eux. Moi, quand j'ai été à Paris, que ça a bougé, je ne vous dis pas que je suis un grand courageux, mais je suis allé voir les supporters, je suis allé leur parler en leur disant « j'ai l'accent marseillais, mais que j'ai l'accent marseillais ou pas, je suis là pour vous sauver, le reste on s'en fout. » Mais en plus vous êtes d'Alès, ce qui est un paradoxe, en plus vous êtes d'Alès. C'est Benol. Et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, les supporters, ils sont là. Alors, ils doivent être force de proposition aussi, comme des entreprises. Je ne dis pas de les écouter, mais aussi, enfin, excusez-moi, c'est de les écouter, pas de faire ce qu'ils veulent. Mais il faut aller vers eux, il faut parler avec eux. À Saint-Etienne aujourd'hui, quand vous voyez les 2 présidents qu'il y avait avant, je crois que Bernard Cahuzac, il n'a pas remis les pieds 3 ans au stade. Quand on voit les nouveaux présidents aujourd'hui, ils connaissent même pas leurs supporters. L'important, ça serait d'aller les voir. Pourquoi, comment, vous savez, à la reconnaissance, ça fait toujours des bonnes choses. C'est-à-dire quand vous reconnaissez les gens, que vous allez leur parler, ils se calment d'eux-mêmes. Quand vous les ignorez, quand vous les condamnez, que vous allez plutôt dans le fait de faire des condamnations, mais ils vont en faire plus. Plus vous allez essayer de les condamner, plus ils vont en faire encore plus. Donc il y a 2 sujets. Un, à la fédération, il n'y a aucune personne capable de prendre ces dossiers en main, et c'est une catastrophe. Vous voyez, on m'a parlé de Thierry S qui veut faire. Au lieu de faire ça, il faudrait mieux de s'occuper de ça déjà. Et la deuxième chose, c'est que les présidents de club aujourd'hui, ils doivent, à un moment donné, pas faire des réunions avec les joueurs. Là, ils mettent les joueurs en avant. C'est pas les joueurs, c'est les patrons qui doivent aller parler avec les capots, comme ils disent, avec les supporters, leur dire pourquoi, la stratégie du club, les informer, les écouter aussi. Parce que des fois, les supporters, ils ont de bonnes idées. Et on ne les écoute pas. Et dans la plupart des clubs, pourquoi ça marche comme... Regardez, par exemple, à Nantes, Kita, les problèmes qu'il a, parce que Kita, il s'en fout des supporters. Mais à un moment donné, ça vous retombe dessus. Parce qu'ils ont du pouvoir, ils sont beaucoup plus nombreux que les 4 dirigeants qui sont autour du club. Il faut compter avec eux. Et plus on va aller comme ça, plus tous les lundis matins, quand j'entends Diallo, je condamne, on va faire des trucs, je condamne, on va prendre des décisions. D'accord? Et alors, tu vas condamner toute l'année et tu fais quoi? Mais il ne peut rien faire parce qu'il ne connaît pas. C'est comme moi quand je parle de sécurité, je ne suis pas bon. Mais Marc, je suis allé voir Squarcini, je suis allé voir des gars, des spécialistes de la sécurité, qui introduisent les mecs dans les tribunes, qui font Quand il était Bernard Squarcini, il était à l'OM, il n'y avait plus de problème. Karim Zeribi, pensez-vous que les supporters sont devenus plus violents que par le passé? Sont-ils désormais ultra-violents, à l'image de notre société, qui est de plus en plus violente? Oui. Malheureusement. Ce qui est une évidence, c'est que les stades ne sont pas des sanctuaires. Et comme ils ne sont pas des sanctuaires, ce que tu as dans la société, tu le retrouves dans les stades. Exactement. Et ce qu'il faut faire, de mon point de vue, si on veut résoudre le problème de l'insécurité, des comportements violents, c'est resanctuariser, je dirais, des espaces de notre société qui ne sont plus des sanctuaires, qui l'étaient par le passé et qui ne l'ont plus. Et aujourd'hui, tu te comportes dans un stade et dans une école. Je prends l'exemple de l'école parce que c'était un sanctuaire, l'école. Quand nous étions gamins. Quand on était minots, tu n'avais pas le même comportement à l'école que dans la rue. Parce que tu savais qu'à l'école, il y avait des garde-fous. Et il y avait un règlement intérieur. Et il y avait un maître. Et le maître, il était capable de te sanctionner. Ça avait une vertu pédagogique. Aujourd'hui, tu n'as plus peur du maître. Donc ce que tu fais sur la voie publique, sans gendarme, sans policier, tu le fais dans l'école. Et tu le fais dans le stade. Parce que tu sais que, il n'y a pas le système de sécurité adéquat dans une société qui est plus violente qu'elle ne l'était par le passé. Oui, la société est plus violente que celle que nous avons connue. Et cette violence, elle est, désinhibée. Et elle est de plus en plus jeune aussi. C'est presque, un mode d'expression, la violence. C'est dramatique, parce que c'est synonyme d'un appauvrissement de la société, sur le plan moral, sur le plan éducatif et sur le plan intellectuel. Et c'est tout le paradoxe. On est dans une société matériellement plus riche, mais moralement plus pauvre. Parce qu'avant, tu avais moins de matériel, mais tu étais beaucoup plus dans des relations de civisme et de respect. Des bases simples qui ont disparu. Donc si on veut que les comportements soient aujourd'hui pas banalisés, il faut resanctuariser les stades. Et je vous propose 3 choses. D'abord,
Donc il faut mettre plus de présence humaine qui porte je dirais la mission de sécurité. Plus de présence humaine. La peur du gendarme. 2, quand quelqu'un a un comportement inadéquat, suspension, bannir durablement des stades. Il ne faut pas que ce soit, je dirais, des mots. Il ne faut pas que ce soit de l'incantation. Il faut qu'il y ait des mesures. Le hooliganisme, les Anglais ont réussi à combattre le hooliganisme. Il y a eu des interdictions de stades à vie, avec des préfets, à l'instar de nos préfets, qui ont pris des décisions administratives. Vous ne quittez pas votre domicile le soir des matchs. Donc, à un moment donné, il faut en venir à ça. La sanction, si tu veux qu'elle ait du sens, il faut taper fort. Le PSG avait des nazillons dans ses tribunes à une époque. Et ils n'existent plus, les nazillons. Ça veut dire que quand il y a la volonté politique d'un président qui dit stop, qui fait le ménage, c'est possible. S'il n'y a pas la volonté politique, les sanctions à vie existent. Mais il faut les prendre. Pour certains fauteurs de troubles, il faut les prendre. Et les caméras, vidéoprotection, j'interviens par là. La vidéoprotection aujourd'hui, tu peux pas dire que c'est liberticide. Ça permet d'élucider des comportements inacceptables. Ça existe, Karim, déjà. Oui, mais pas assez. Oui, tout les moyens humains, vous allez me dire, ça existe. Oui, il y a 700 stadiers, mais les policiers aujourd'hui ne rentrent que s'il y a des émeutes. Les policiers ne rentrent pas s'il n'y a pas d'émeutes. Pas de policiers dans le stade. Pas de policiers dans les stades. Alors, je suis désolé, il faut revoir tout ça. Alors attendez, je vous propose, on va marquer une petite pause, je vous donne la parole dans un instant, Michel. On doit faire une pause de pub, je vous donne la parole dans un instant, on continue le débat pour que tout le monde puisse s'exprimer autour de ce sujet ô combien important des supporters. À tout de suite sur Sud Radio. Benjamin Danet, Norbert Saada et Jimmy Algerino pour évoquer le sujet des supporters, devenus ultra violents, plus violents que pour le passé, c'est le constat que nous faisons. Avant de céder la parole à Benjamin, Norbert et Jimmy, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce qui a été dit, Michel Moulin? Je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Karim. Je mets juste un bémol, Karim, et tu vas voir où on en arrive. C'est qu'aujourd'hui, les clubs veulent payer le minimum la sécurité. Il y a des gens qui prennent des risques aujourd'hui dans la sécurité, ils sont payés 12 € l'heure. Parce que les clubs ne veulent pas payer plus cher la sécurité. Mais tu as raison. 12, tu te rends compte, ils risquent leur vie pour 12 € l'heure. Mais tu as raison. Là aussi, on devrait payer ces gens mieux et avoir plus professionnalisé ce métier. Ah, mais c'est toujours un problème de moyens. Il a raison. Je suis en contact des grosses sociétés de sécurité, ils vont arrêter la plupart parce qu'ils perdent de l'argent. Le donneur d'ordre va toujours vers le moins 10 ans. Il a raison. Il va toujours vers le moins 10 ans. Et donc tu vas vers le moins 10 ans. Donc comme tu vas vers le moins 10 ans, tu as moins de qualité de sécurité et tu as des problèmes. Et une sécurité low cost. Benjamin Danet. Oui, non, je voulais juste rebondir sur est-ce que c'est plus violent aujourd'hui? Non. Il y a 40 ans, il y avait déjà beaucoup de violence dans les tribunes. Pour ceux qui habitent Paris et pour ceux qui se souviennent, il y avait notamment le COP de Boulogne. Voilà, à Saint-Étienne. Qui a été dissous depuis. Bien sûr, à Saint-Étienne, il y a eu de la violence aussi. À l'Olympique de Marseille, il y a eu un club qui a donné... qui a donné beaucoup de pouvoir à ces groupes de supporters, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains clubs, pour avoir un abonnement, on ne passe plus par le club, on passe directement par le club de supporters, ce qui est quand même effarant. Voilà, il y a des clubs qui ont fait le boulot, je pense au PSG. Moi, j'ai pas envie d'en arriver à ce qui se passe en Angleterre où on a tellement élevé le prix des billets qu'il n'y a plus aucune ambiance. Moi, je trouve que les COP et notamment certains groupes font un travail extraordinaire. Et là où je rejoins Michel, c'est que la Ligue de football professionnel a une immense responsabilité. À force de ne jamais discuter avec les gens, à force de considérer Pierre Barthélémy, qui est l'avocat, je sais pas si tu sais Lionel, un peu de toutes les associations de supporters, qui fait un travail extraordinaire. Ils ne se mettent pas autour de la table. On peut voir l'exemple des fumigènes, qui est un débat sans fin depuis des années. La Ligue n'écoute personne, et la Ligue ne fait rien. La Fédération, pareil. Et on en arrive à des débordements. Il y a un truc qui me gêne dans ce que tu dis. Tu dis, je veux pas qu'on fasse comme en Angleterre, élever le prix des billets au point que... Ça veut dire que tu sous-entends que la violence vient des pauvres. Ah non. Ben c'est ce que tu dis. Je constate. C'est-à-dire, si on lève le prix des billets, dans les stades, il n'y a plus de gens violents. Je constate simplement que le prix des billets a eu une augmentation de 330% en Angleterre en 5 ans. Et qu'ils ont mis tous les hooligans dehors. Mais les hooligans n'ont pas été mis dehors que par le prix des billets. Ah bon, d'accord. Les mesures d'interdiction. Va un petit peu en Angleterre. Les sanctions. Regarde à Manchester United. Le nombre de policiers. Mais non, Karim, des sanctions à vie, il y en a en France. Il y en a en France. Non. Comparativement, c'est sans commune mesure. Ils ont fait un travail de fond contre le hooliganisme, le démembrement des groupes.
groupe, que les leaders ont été mis de côté, parce qu'il faut des meneurs quand il y a de la violence. Ouais. Il faut des meneurs. Si tu lèves les meneurs, il y a des gens qui sont des suiveurs. C'est dans la vie, ça. On était dans les cours d'école, c'était ça, souvenez-vous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire un travail ciblé, un travail de fond, un travail minutieux. Ce travail, nous ne le faisons pas en France. Ils l'ont fait en Angleterre. Pas suffisamment. C'est pas suffisamment, Karim, parce qu'il existe ce travail, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Par contre, après, les clubs de supporters, il y a des gens très bien qui donnent de leur temps, donc de leur engagement, et heureusement qu'ils sont là parfois. Parce que c'est aussi parce qu'ils sont là. Parler de moyens, si je dis pas de bêtises, tous les stades de Ligue 1 sont équipés au niveau de la vidéo. Le supporter à Saint-Etienne, qui ne venait pas des COP, on a un petit peu oublié de le dire, mais qui était en tribune latérale, a été aussitôt identifié. Voilà. Après. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh ben, ça y est, il a été arrêté, il a été mis en examen. D'accord. Et il sera sans doute interdit de stade pendant 5 ans. Mais moi, j'aimerais l'avoir, la sanction. Parce que ça, c'est comme quand tu chopes un pédophile dans la société et que tu te retrouves que le mec, il prend du sursis. C'est exactement pareil. La sanction a une vertu pédagogique. On n'est pas assez ferme, je trouve, face à ces gens qui génèrent de la violence. Alors, j'aimerais entendre aussi Jimmy Algerino et Norbert Saada. Norbert, vous vous sentez en sécurité? Vous êtes senti en sécurité à chaque fois que vous êtes allé dans les stades? Vous êtes beaucoup allé au Parc des Princes. Est-ce que vous avez l'impression que la donne a changé aujourd'hui? Je pense que moi je suis mal placé pour en parler, parce que quand vous arrivez dans le cocon d'une présidentielle, c'est pas du tout pareil que vous êtes dans les tribunes. Mais vous êtes toujours à la corbeille, vous, quand vous allez au parc, c'est ça ce que je suis en train de dire. Non, ah ouais, d'accord, voilà, producteur des stars avec les stars, quoi, d'accord. Très bien. C'est le fruit d'une carrière. Oui, c'est vrai. Plus jeune, dans les tribunes, et c'était... Mais la violence a toujours existé, hein, contrairement à ce que les gens pensent. Ça a toujours existé. Elle est plus apparente aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup plus. Oui, mais Norbert, des bouteilles lancées sur des joueurs, comme ça a été le cas avec Payet il y a quelques années, une pièce lancée sur un arbitre de touche, comme ça arrivait en Turquie, en Grèce, mais jamais en France. Ça, c'est quand même un phénomène nouveau. Non, mais ça existe partout, hein. En Angleterre, c'est plus terrible que ça. En Turquie, c'est des fous furieux, les Turcs. Les Grecs aussi. C'est déjà arrivé, hein, Lionel. C'est déjà arrivé. Où est-ce que c'est arrivé, Jimmy? En Grèce? Non, en Grèce et Turquie. Non, mais je parle de la France. Je parle de la France. Non, mais en France, oui. En France. La fameuse bouteille sur Payet. Oui, bien sûr, j'y faisais allusion. Jimmy Algerino, où est-ce que ça a eu lieu? Mais même avant. Il y avait eu Papin, Geoffroy Guichard. Avec une canette. Pas spécialement. Et puis même là, je pense que Karim va être content, mais pas obligatoirement dans les classicos. Ça veut dire Jimmy, juste ne mettez pas votre micro devant la bouche, Jimmy. Jimmy, ne mettez pas votre micro devant la bouche parce que ça crée des interférences. Voilà. Et en fait, on se retrouvait des fois, le fait de prendre des piles, vous savez, les petites piles plates, là, où on pouvait recevoir ça, des briquets, c'est déjà arrivé, ça. Vous en avez reçu, Jimmy? Ça vous est arrivé de recevoir déjà des briquets ou des pièces? Bon, pas loin, mais bon, pas sur moi, en tout cas. Enfin, par chance, je n'en ai jamais pris. Mais en tout cas, non, mais Michel, là où il a raison, c'est que, moi je vois, enfin, je sais pas si c'est en Angleterre particulièrement, mais on voit des gens de la sécurité qui sont dos au jeu et face au public. En Espagne aussi. Donc déjà, je pense que pour le supporter, et en plus de ça, pas obligatoirement d'aller dans les COP, à un moment donné, quand il va commencer à jeter ou à vouloir jeter un truc, il y a quand même quelqu'un qui est là pour regarder et pour observer. Déjà, ça va atténuer l'envie de pas mal de supporters de balancer une pile, un briquet, une pièce ou plus gros. Mais après, moi je me permets de dire, ça arrivait quand on allait jouer dans n'importe quel stade, ça pouvait arriver effectivement, parce qu'il y avait toujours des abrutis qui voulaient se rendre intéressants et qui balançaient. Et des fois, ça a été même des sandwichs, des choses. Avant, du papier toilette aussi. Ils pouvaient rentrer avec des bouteilles. Donc c'est... Exactement, des balles de tennis, Enfin, vous voyez, il y avait bien sûr, oui, c'est déjà arrivé. Hein. Karim Zeribi, pour conclure sur cette thématique avant le débat le plus intéressant, c'est pas il y avait de la violence avant, il y en a aujourd'hui, il y a rien qu'à changer. C'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que oui, qu'il y ait de la violence avant, qu'il y en a aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu le problème. Donc, moi, je considère aujourd'hui effectivement que on doit prendre des mesures à la fois de prévention et à la fois de sanctions et de répression lorsque c'est nécessaire. Mais là où Michel a raison,
raison aussi quand il a parlé de ces stadiers. Moi, je leur rends hommage. Je veux dire, c'est des gens qui sont payés au lance-pierre. Les gens qui font la sécurité, c'est des métiers qui sont pas faciles. Et le donneur d'ordre, il a une responsabilité. Le donneur d'ordre, c'est les clubs professionnels. C'est eux, à un moment donné, qui passent les contrats avec les boîtes de sécurité. Et tu peux pas payer Saint-Jean au lance-pierre. Donc, si tu veux avoir de la qualité, des gens formés, des gens qui sont capables de répondre à des situations graves, dangereuses parfois, dangereuses pour eux et pour autrui. Donc, oui, il faut professionnaliser les personnels de sécurité. Les caméras, ça existe. Et il faut effectivement des centres de supervision toujours et encore beaucoup plus pointus. Et puis derrière, oui, moi je le dis, je le redis, lorsque quelqu'un est pris en flagrant délit d'un comportement inacceptable, donc il faut le sanctionner. Alors après, les stades ne seront jamais des théâtres, hein. Je veux dire, c'est un exutoire, le stade. On le sait très bien aussi. Ça crie, parfois ça dit des mots qui sont pas très catholiques, des gros mots, des choses comme ça. Bon, je veux dire, des insultes racistes et homophobes aussi. Oui, alors ça, c'est sanctionnable. On a fait des débats aussi sur cette thématique. C'est sanctionnable, évidemment. Mais je pense que il faut montrer qu'il y a des limites. Et être intransigeant quand les limites sont dépassées. Tu peux pas dire aux gens, oui, il faut que vous restiez tranquille, que vous applaudissiez quand il y a un but, et ça se passe pas comme ça. C'est un lieu populaire, un stade de football. Donc c'est un lieu populaire, donc les gens ils doivent pouvoir se défouler. Mais c'est la violence qui n'est pas acceptable. Et la violence, face à la violence, partout dans notre société, faut dire stop. Parce que, encore une fois, tant qu'on n'est pas touché par la violence, on se dit, c'est pas si grave que ça. Le jour où tu en prends un, toi. C'est pas pareil. Jimmy Algerino, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, mais pour étayer ce que dit Karim, il y a des lois quand même qui existent, même s'il faut qu'elles augmentent et qu'elles s'adaptent, mais il faut tout simplement les faire appliquer, que ça soit sur les supporters, que ça soit aussi vis-à-vis des clubs qui à un moment donné ne respectent pas et permettent ce genre de comportement dans les tribunes, tout simplement. Il y a des lois qui existent, mais il faut les appliquer. Mais... Puis à un moment donné, s'il faut sanctionner durement, il faut le faire. Pour rebondir un peu, je sais que l'Olympique Lyonnais essaye énormément de choses depuis des mois et des mois par rapport à ses supporters. Et je ne sais pas si vous aviez lu dans un article de l'Équipe il y a quelque temps, mais c'est très très compliqué au niveau juridique d'aller jusqu'au bout et que les clubs puissent avoir la main mise là-dessus, parce qu'il y a toujours malheureusement voilà le sujet. Et la pression dans la Ligue et la Fédé pourrait s'emparer. Oui, il faut s'en occuper. Pour faire avancer le débat de société vis-à-vis des parlementaires, de ceux qui légifèrent. Et la pression des supporters aussi, ça a été de tout temps le cas à Marseille, ça a été le cas à Bastia aussi, les déplacements assez houleux, et là à Lyon cet après-midi avec cette banderole. Même à Saint-Etienne la semaine dernière avec des banderoles. Voilà, donc ça arrive très régulièrement. Par contre, on peut noter une chose que Jimmy a soulevé rapidement, il avait mis son micro devant la bouche, on l'a pas bien entendu, c'est que les comportements de violence sont moins nombreux sur le terrain qu'ils ne l'étaient. Moi je me souviens de Classico au PSG, c'était d'une violence inouïe sur le rectangulaire. Aujourd'hui, c'est terminé ça. C'est clair. Vous retournerez à la Corbeille quand même pour une ambiance un peu plus feutrée, Norbert Saada? Non, vous inquiétez pas, pour moi ça va. Ouais, bon, de toute façon, vous regardez les matchs avec Daniel Echter, vous? Vous regardez avec Daniel Echter, et puis la prochaine fois je vais avec Karim ou avec Michel avec Benjamin, d'accord. Vous l'aimez bien, Benjamin Danet? Je vous emmènerai dans le COP Nord à Geoffroy Guichard. Vous avez un petit coup de cœur. Mais moi j'aime bien Saint-Etienne. Eh ben tant mieux. J'adore ce club. Les Verts, c'est formidable. Vous entendriez bien avec Michel alors, parce que Michel, c'est la Bible de Saint-Etienne. Il connaît toutes les équipes des Verts depuis la création du club. C'est vrai, Michel, ou pas? Ouais, absolument. Ah oui, c'est une Bible, vraiment? Michel, en quelle année jouait Salif Keïta à Saint-Etienne? Il est arrivé en 67 et il a quitté en 72. Il est parti à l'OM. Il a fait un bras d'honneur à Rocher quand il a marqué que l'OM a gagné 3-1 au Stade Vélodrome. Oh là là. Michel, est-ce que tu étais avec nous quand on est parti avec un avion officiel au match en Angleterre contre Gattenbauer qui nous marque le but. C'était à Glasgow. C'était à Glasgow. T'étais là? J'étais trop petit, enfin petit. Moi j'étais là. J'avais pas assez de moyens pour me payer l'avion à l'époque. Ah, vous étiez dans l'avion en 76, vous, alors, Norbert Saada. Mais vous êtes dans tous les bons coups. Hein. Non, je fais pas. Attendez, vous êtes dans tous les bons coups, Norbert. C'est pas possible. Non, mais j'étais là, en tout cas. Bravo. Il nous reste 2-3 minutes c'est vrai que le temps tourne et on a été très bavard sur les autres sujets, mais c'était très intéressant. On va juste dire un petit mot sur l'Olympique de Marseille. Rapide tour de table sur ce choix de Zerbi de faire cette mise au vert
qui est une mise au vert classique, mais à l'extérieur. Non, comment ça, non, pas classique, parce qu'elle va pas durer, elle va s'étendre jusqu'à la fin de la saison, Lionel. Je suis d'accord. Une mise au vert classique, une mise au vert, c'est ce qui se produit pour la préparation des matchs, la veille des matchs, les avant-veilles des matchs. Là, il décide de quitter Marseille et d'aller à Rome, et il va sans doute, si résultat il y a ou pas, d'ailleurs, recommencer dans ce sens-là, c'est-à-dire partir à Rome avec 50 personnes, les joueurs blessés, le staff, notamment Norbert, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça peut coûter jusqu'à la fin de la saison, s'il le reproduit pour les matchs qui restent, 1 million d'euros. Norbert. Il vaut mettre 1 million d'euros et ne pas rater la Coupe d'Europe. Et que c'est capital pour la Coupe d'Europe. Et Marseille, vous savez très bien que l'environnement de Marseille, c'est très, très, très nocif pour les joueurs. Il y a vraiment un vrai environnement très dangereux et nocif pour les joueurs. La pression, est terrible. Donc il a raison. Le moins c'est de sortir. Ils vont à Rome, ils connaissent personne, on n'en parle plus. Et puis on fait notre boulot. Parce que ça veut dire, Karim Zeribi, qu'à Marseille, dès que les joueurs voyagent, circulent, qu'on les voit dans la rue ou sur un terrain annexe ou dans la région, dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est invivable, quoi. Et puis il y a une pression telle qu'ils sont obligés d'aller à l'étranger, d'aller en Italie pour se préparer. Bon, d'abord, il ne faut pas qu'on se mente et qu'on se raconte d'histoire. Il y a un environnement qui peut être oppressant pour les joueurs de football olympique de Marseille. Ils peuvent être visités chez eux, ils peuvent être à un moment donné arrêtés effectivement en pleine rue, en pleine ville. Quand je dis arrêtés, c'est parfois même un peu secoué quand les rendez-vous sont pas au rendez-vous. Voyager dans un coffre, c'est possible. Je n'irai pas jusque là, mais il peut y avoir des invectives, il peut y avoir des. Et quand tu joues à l'Olympique de Marseille, il suffit pas d'être bon techniquement et bon physiquement. Il faut avoir un mental d'acier. On le sait très bien. Il y a des joueurs qui sont très bons, qui ont été recrutés à l'OM, ils n'ont pas réussi. Parce qu'il y a une forme de pression qui peut effectivement te faire perdre tes moyens. Et il faut être armé psychologiquement. Et peut-être que De Zerbi a pensé que dans son groupe, il y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus, je dirais, en situation de fébrilité que d'autres, et que s'expatrier pouvait leur permettre de préparer plus sereinement les 4 derniers matchs, qui sont 4 matchs décisifs pour aller en Ligue des Champions. Exactement. Ce que je trouve bizarre, c'est le choix de Rome. Je pense qu'on pouvait partir pas très très loin, donc dans la région, dans une retraite sympathique. Comme il l'avait fait cet hiver d'ailleurs. Faire fonctionner notre économie locale, je vais être un peu patriote. Et vous avez des adresses à nous proposer. Et on a des adresses à Michel certainement à proposer, parce qu'on connaît notre belle région. Et ils auraient pu être à la fois épargnés par la pression, tout en n'étant pas très loin, parce qu'on sait très bien que les voyages et compagnie, ça peut aussi fatiguer. Donc ils sont aussi parfois contradictoires ces choix. Michel Moulin, vous dirigeant d'un club, vous auriez pris cette décision de partir si loin ? Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire que vous faites ça en début de saison, parce que déjà, vous avez plus d'entraînement en début de saison, il y a une préparation physique. Là, en fin de saison, vous êtes là pour faire les soins, pour faire de la tactique. Et c'est n'importe quoi. Vous n'allez pas à Rome. Là, il faut déplacer les joueurs de Marseille à Brest. De Brest, ils vont jouer contre Brest, de Rome à Marseille. C'est pendant un mois, les gens, ils ont besoin de leur famille aussi, parce que c'est bien le contexte, mais la famille, c'est important aussi pour certains joueurs. Pour moi, c'est n'importe quoi. Alors maintenant, s'ils gagnent, ils vont dire que c'est bien. Mais moi, par exemple, ce que j'avais fait à Paris, par contre, moi, je les aurais mis au stade Vélodrome. Quand j'avais fait les 4 derniers matchs à Paris, moi, j'avais le camp des loges, j'avais éliminé parce qu'il y avait la pression des supporters. On avait décidé de le faire entraîner pour les repères et tout. Ils étaient restés un mois à l'entraînement au Parc des Princes. Mais là, en fin de saison, comme ça, de partir à Rome, ça n'a ni queue ni tête. Sincèrement, je vous dis, en début de saison, on m'aurait dit pour préparer la saison, on veut vraiment une cohésion de joueurs, on veut les préparer pendant un mois. Mais là, en fin de saison, ça ne sert à rien. Au bout de 3-4 jours, ils vont tourner en rond, les joueurs. C'est pire que la pression qu'ils ont à Marseille. Et vous verrez que c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais pas bon du tout. C'est une erreur de management. Et là, quand on revient, Karim dit la pression aussi, là, on revient à ce que je disais la dernière fois. Laissons Mehdi Benassia, comme j'avais dit, un patron. Moi, quand il y a eu des problèmes avec les supporters, ou quand on a été à Toulouse, j'ai couvert les joueurs, j'ai parlé plus fort en disant personne ne touchera aux joueurs de Paris Saint-Germain. Écoutez-moi, personne ne touche. Je me suis mis en avant, j'ai couvert les joueurs. Ils m'ont remercié. Certains joueurs et trucs sont venus me dire merci Monsieur Moulin, on les a couverts. Mehdi Benassia sera du voyage aussi, hein. Tout le staff part, Michel. C'est-à-dire que
Fabio Ravanelli, Boli, tout le monde y sera. Tout le monde y sera. En Italie, c'est normal. Et Wem Star aussi. C'est n'importe quoi. Alors, pour moi, c'est n'importe Norbert quoi. Saada. Et moi, je les aurais mis au stade Vélodrome. Là, oui. Norbert Saada. Non, au stade Vélodrome, tu peux pas. On les met au stade Vélodrome. Tu peux pas au stade Vélodrome. Comment? Tu peux pas au stade Vélodrome, Michel. Pour les entraînements, non, pas les faire un mois. Non, ils rentrent chez eux. Après, Juste non. un mot de Norbert Saada sur ce sujet. Que Michel Moulin, qui Et est un après, vrai... j'aimerais qu'on accueille Philippe Michel Terrier. Moulin, ancien président de club, est pour un vrai professionnel. Je m'étonne qu'il ait aussi autant de mes connaissances sur les supporters de Marseille et s'imagine que les gens vont aller jouer tous les jours s'entraîner à Marseille discrètement sans rien. Mais il rêve, lui. Il rêve. C'est une ville injouable dans ce domaine. Marseille, c'est la ferveur des gens, c'est la force qu'ils ont, c'est une ville qui vit pour le football. Norbert, je pense qu'il a très bien fait. Non mais, faut pas faire passer Marseille. Il y a de la passion, mais il faut arrêter de faire. Pourtant, mais ne faisons pas passer Marseille pour des fous et des voyous. Faut arrêter de faire ça. C'est quand même très particulier, Marseille, Michel. Karim, pour conclure, et après, on accueille Philippe Terrier, qui a ton téléphone. C'est pas moi qui vais accepter qu'on fasse passer Marseille pour des fous ou des voyous. Mais tu sais très bien que le football à Marseille, c'est une religion. Et dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, il peut y avoir aussi une part de fanatisme. Et tu as des gens aujourd'hui, effectivement, quand tu viens à Marseille, et c'est là où Benatia a fait des bons choix. Rabiot, Hochberg, Benasser, Gouiri, c'est des gens qui ont du tempérament. Quand tu recrutes un joueur à Marseille, il faut qu'il soit bon techniquement, bon physiquement, mais surtout fort psychologiquement. Mental, tout important. Rapidement, Michel, parce que Philippe Terrier attend en ligne. Tu les mettais à Malemort ou à Lens, c'était pareil qu'à Rome. Hein. 20h50 sur Sud Radio. 20h50 sur Sud Radio. Pour les ramener à Marseille toutes les semaines. Hein. À tout de suite sur Sud Radio. On reste ensemble. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. Et nous sommes toujours en direct, bien sûr, avec nos invités et avec Philippe Terrier. Merci d'avoir patienté, mais vous avez compris que dans notre émission, les débats sont enflammés et passionnés, Philippe Terrier. Ça, c'est l'ADN du football. Bonsoir. Bonsoir, c'est intéressant, c'est marrant pour un club de national d'entendre des débats comme ça. Écoutez, on est tellement loin de ce monde-là que c'est marrant. Président de Villefranche-Beaujolais avec un match important demain contre Boulogne-sur-Mer, le championnat national. Dites-nous quelques mots d'ailleurs sur la vie d'un club de national. On a l'impression parfois, et je crois que je vous l'ai entendu dire, Philippe Terrier, que le national, vous préconisez une Ligue 3, le national, c'est un championnat un peu hybride. Aujourd'hui, c'est un championnat particulier parce qu'on est plus que 7 clubs amateurs contre 10 clubs professionnels avec des règles qui sont complètement différentes suivant le statut qu'on a. Des pertes financières qui sont colossales du côté professionnel, ce qu'on ne peut pas imaginer du côté amateur. Et aujourd'hui, ça serait bien que tout le monde remette les pieds sur terre et qu'on ait des règles qui soient un petit peu identiques pour les 18 clubs qui feront la Ligue 3 dans les prochaines années. Ce qui veut dire que tous les clubs devraient être professionnels en national. C'est ce que vous préconisez. C'est ce qu'on demande dans tous les cas. Oui. Et je pense que la fédération a une véritable envie d'arriver à un système où on va trouver une pérennité pour la Ligue 3. Et puis surtout un système où tous les clubs arriveront à rester plusieurs années en national, en Ligue 3 sans bouffer la grenouille à la fin de la saison. Bien, très belle expression, tiens, bouffer la grenouille, ça, je la retiens celle-là, je la ressortirai, je vous citerai évidemment Philippe Terrier. Ça veut dire aussi que pour la pérennité d'un club comme Villefranche-Beaujolais, cette professionnalisation, avec peut-être des droits télé également, c'est capital pour la survie d'un club? Je suis pas sûr qu'on aura une chance d'avoir des droits télé importants en Ligue 3 vu ce qui se passe en Ligue 1 en Ligue 2. Mais c'est surtout qu'on a des règles identiques pour les clubs amateurs et les clubs professionnels. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les clubs qui jouent les premiers rôles de national, souvent ils sont composés, si on peut prendre Nancy par exemple, il y a 4 joueurs de Villefranche qui ont été formés à Villefranche, qui sont aujourd'hui à Nancy, parce qu'on leur a proposé un statut que les clubs amateurs ne peuvent pas proposer aux joueurs qui vont signer à Nancy qui ont signé à Nancy l'année dernière. Donc tous les ans on repart à zéro avec un effectif qui est complètement renouvelé parce que nos meilleurs joueurs ont été piqués. Et il faut qu'on ait les mêmes règles, que tous les clubs aient les mêmes règles, c'est tout.
Ouais. Comment le club de Villefranche-Beaujolais donc arrive à vivre? Quel est votre statut? Comment vous aimeriez-vous l'améliorer? Et comment vous arrivez à concerner votre groupe, le staff, les joueurs, financièrement parlant notamment? Pour nous, c'est simple. Hein. On a un budget en début d'année. On sait combien les sponsors vont nous apporter. On a la chance de se reposer sur 600 partenaires. Donc, on n'a pas la chance d'avoir un grand partenaire qui va nous amener des millions en début de saison. Mais 600 partenaires qui vont soutenir le club parce qu'ils sont amoureux d'un territoire, ils sont amoureux d'une ville. On sait la somme dont on dispose en début de saison. On la dépense, on établit un budget, on dépense cette somme en cours d'année. Et à la fin de l'année, on équilibre nos comptes parce qu'on n'a pas dépensé plus que ce qu'on pouvait réussir à trouver. Voilà, c'est simple, mais on est complètement atypique dans ce monde-là. Alors que, pour moi, ça semble simplement la normaliser. Cela voudrait dire que si c'était normalisé, tout le monde serait à chance égale pour avoir des ambitions peut-être à la hausse. Quelles pourraient être les ambitions de Villefranche-Beaujolais sportives, hein, je parle, Philippe Terrier, si jamais cette Ligue 3 venait à voir le jour? Là, ça va dépendre des règles qu'on va mettre avec la Ligue 3. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Marc Keller qui est complètement impliqué dans ce projet de Ligue 3 qui a été demandé par Philippe Diallo, où on demande plus de pérennité et plus d'homogénéité dans les équipes. Si on trouve des règles qui définissent comme il faut comment une équipe de National 3 doit être gérée, de Ligue 3, excusez-moi, de Ligue 3 doit être gérée, je pense que Villefranche peut jouer les premiers rôles demain en Ligue 3. Parce qu'aujourd'hui, le championnat national, à votre goût et selon votre analyse, n'est pas suffisamment attractif? Non, aujourd'hui, le championnat est attractif quand Villefranche a la chance de jouer contre Sochaux, contre Nancy, contre Le Mans, contre Dijon. On rencontre tellement de beaux clubs que pour nous, c'est exceptionnel. Mais aujourd'hui, on ne joue pas à armes égales. Quand vous redémarrez la saison avec, comme cette année, on a redémarré la saison avec 2 joueurs qui avaient été dans l'effectif l'année précédente, c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser avec les équipes qui nous ont piqué tous nos meilleurs joueurs et qui peuvent s'inscrire à la durée. Parce que Villefranche-Beaujolais est un club formateur? Parce que Villefranche est un club formateur, qu'on n'a pas la chance de déclencher le pécule pour des joueurs professionnels, et qu'un joueur qui a performé à Villefranche, il se doit de partir de Villefranche à la fin de saison, parce qu'il y a un club professionnel qui va lui proposer un statut que nous, on ne peut pas proposer. Et je pense qu'avec la Ligue 3, on aura les mêmes statuts, et là, on pourra être plus performant. Ouais. Mot rapide de Michel Moulin, avant de conclure. Michel Moulin, rapidement. Bonjour, Président. Ce que vous voulez dire, enfin, ce que je comprends, mais vous avez raison, c'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas transférer des joueurs. Que si le national était professionnalisé, vous pourriez transférer des joueurs, donc toucher de l'argent de ces transferts. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il y a ce premier point, à mon avis. Et le deuxième point, il faut que vous encadriez, pour moi, les salaires. Il faut qu'il y ait un encadrement des salaires des clubs. Alors, réponse de Philippe Terrier, en quelques mots. Là, aujourd'hui, la fédération a vraiment envie de travailler sur un salary cap, donc ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que déjà, on n'a pas les mêmes grilles de salaire. Il y a des joueurs qu'on doit payer 4 000 € si on est un club amateur, et 2 800 € si on est un club professionnel. Donc c'est assez surprenant qu'un club amateur soit obligé de payer plus cher un joueur qui a un certain parcours, plus cher que si c'est un club professionnel qui désire avoir ce joueur. Donc là, on est déjà sur quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, un jeune de Villefranche, si je prends l'exemple d'un gamin qui était l'année dernière à Villefranche, qui a démarré son cursus à 6 ans à Villefranche et qui à 20 ans a intégré l'équipe première, il a eu la proposition d'un club de Ligue 1, et quand les parents sont venus me demander ce qu'il devait faire, je lui ai dit, il ne faut pas qu'il reste à Villefranche. Il va déclencher son pécule, et moi, j'ai pas la possibilité de... Et oui, pour le club n'a pas les moyens. C'est une vraie problématique. Non, parce qu'on n'a pas le statut professionnel, donc on peut pas lui déclencher. On l'a bien compris. Et à 20 ans, c'est une chance extraordinaire, et donc dans ce cas-là, je suis obligé de dire aux parents, laissez-le partir. Bien sûr qu'à Villefranche, il va jouer en national, et dans un club professionnel, il va jouer en national 3 difficilement.
Mais voilà, on n'a pas les mêmes règles du jeu. Merci Philippe Terrier d'avoir été notre invité Villefranche-Beaujolais. Merci à tout le monde et je renvoie aussi une petite annonce que j'avais promis de faire pour le tournoi interentreprise de Marrakech du 8 au 12 mai. C'est l'International 7 Cup avec l'association Cité Star qui jouera contre les Gloires marocaines dans ce week-end-là. Un match très très important, évidemment pour la bonne cause. Merci de nous avoir accompagnés et à jeudi prochain sur Sud Radio. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi.